Bienvenue à tous en tout cas. Et donc c'est parti, on va démarrer ce webinaire. Alors un petit mot d'introduction. Amanda, tu peux nous en dire plus sur ton profil? Bien sûr. Alors, du coup, enchantée et bienvenue à tous à ce webinaire. Moi, c'est Amanda. Je suis la consultante et formatrice au sein de Pixfor. Nous, on a des missions au sein de Pixfor en France ou à l'étranger même, en Europe, Afrique et Amérique. Et pour ma part, je suis basée à Lyon. Donc, c'est avec grand plaisir qu'on parlera aujourd'hui de la gestion des processus et surtout comment l'animer. Voilà. Merci Amanda. Pour ma part, j'ai également un passif en consulting autour de ces thématiques-là. J'accompagne notamment beaucoup autour de notre suite logicielle Pixfor, du coup, qui vient justement accompagner cette démarche processus, démarche d'amélioration continue et risque. Je suis aujourd'hui directeur des activités de Pixfor en France. Et donc, c'est plus avec ma casquette de consultant aujourd'hui que je me joins à Amanda pour cette présentation. C'est parti donc pour ce sommaire. Comme Victor disait au début, on a décidé de refaire ce webinaire d'une autre façon, l'adapter et l'améliorer, sachant on l'a fait un peu semblable l'année dernière. Surtout parce qu'on continue à avoir beaucoup de retours de nos clients et même des entreprises avec qui l'on échange autour de la gestion des processus. Et c'est vrai que souvent, ce qui ressort, c'est des difficultés pour animer ces démarches, la perte de motivation, les difficultés de bien répondre aux exigences des normes qualité, type ISO 9001. Voilà, donc nous, notre but, c'est justement d'essayer de répondre à vos attentes, de donner, nous, ce qu'on a vu qui a bien marché dans certaines organisations, de pas nos projets, ce qu'on a pu vivre du coup. Pour commencer, donc on va aborder les objectifs d'une approche processus. Donc avant même de parler d'animation, il faut qu'on mette quelques cadres autour des objectifs qui sont divisés, classés en 4 catégories. Donc, on essaye de les classer en grande famille pour que ça soit plus pédagogique, même si vous verrez que ces sujets, souvent, ils se mélangent. Souvent, ils sont assez complémentaires. Donc déjà, si on commence par le tout premier, on va parler de l'approche transverse. L'idée, quand on met en place une démarche processus, c'est de décloisonner l'organisation, c'est-à-dire faire apparaître, faire ressortir les interactions qui existent entre les différents services pour que nous, on voit qu'en fait, on ne travaille pas que dans notre service, mais on a aussi besoin des interfaces ou des entrées qui viennent à la fois des processus internes, mais aussi des acteurs externes souvent. Donc, l'idée ici, c'est d'avoir cette approche transverse pour voir comment notre besoin client il est traité, besoin client, usager ou d'autres parties prenantes, au sein de l'organisation d'une façon transverse, jusqu'à ce que l'on y livre un produit et ou un service à nos clients. Ça permet également de partager des bonnes pratiques, du coup. Deuxième axe, c'est sur la satisfaction client. Donc, dans la recherche de fluidifier nos interactions, quand on met en place la démarche processus, ça nous permet de voir clairement quelles sont nos interactions avec nos clients. Et quand je dis clients internes et externes aussi. Donc, l'idée, c'est d'apporter un peu plus d'agilité dans les réponses, améliorer le rendu vers le client, améliorer du coup les produits et les services. Donc, forcément, on est plutôt orienté client quand on a cette démarche en place. Troisième volet, et un des plus importants du coup, c'est l'amélioration continue. Ça ne sert effectivement à rien de, par exemple, démarrer une démarche processus pour juste modéliser, dessiner des processus qui se mettront après dans un tiroir et on les oublie complètement. En fait, l'idée, c'est d'utiliser ces processus pour nous permettre de voir plus clairement nos points faibles, nos points d'amélioration et comment on peut capitaliser justement sur des retours d'expérience, que ce soit des métiers, des opérationnels, du support ou même de la stratégie. On aura des inputs qui viennent de toutes parties de l'organisation, y compris aussi même des externes aussi, qui nous font donc voir nos points forts et nos points faibles. Sur la base de ces points, on pourra donc les traiter, mettre en place des actions d'amélioration et les suivre en apportant à chaque fois plus de valeur ajoutée à nos parties prenantes et entrant dans ce qu'on appelle une boucle d'amélioration continue, en tout cas en termes de performance. Et pour conclure, la stratégie, pas la moins importante, mais la dernière qu'on a mis ici, la démarche processus, elle a un axe assez fort. On verra tout à l'heure Victor qui va nous présenter un peu l'alignement avec la stratégie de l'organisation.
Que l'approche processus, pour qu'elle marche bien, il faut qu'elle soit bien connectée à la stratégie de l'organisation, à la mission, à la vision, aux valeurs et aussi aux indicateurs de pilotage de cette organisation. Donc, c'est-à-dire que nous mettons un référentiel en place, certes, qui va traiter des sujets métiers et opérationnels, mais qui contribue aussi à la stratégie. Parce que du coup, ça fait qu'on aura un système de management intégré de l'organisation et que la direction aura beaucoup plus de visibilité et agilité pour changer des interactions plus faibles ou moins faibles, voire adapter aussi ses objectifs en fonction des rencontres. Alors, donc ça, c'est les grandes familles. Maintenant, on passe aux intérêts de chaque partie prenante dans une organisation. Donc, comme vous avez vu en abordant la partie stratégique, la direction, elle a beaucoup à gagner avec cette démarche. Clairement, ce qu'elle gagne, c'est beaucoup plus de clarté sur l'organisation, comment est structurée l'organisation, les processus, comment ils s'enchaînent. Et surtout, ça aide à mieux visualiser les indicateurs de performance par processus. Donc, qu'est-ce qu'on devra suivre dans le temps pour pouvoir après recenser qu'est-ce qui marche plus ou moins bien. Pour l'expert métier, donc pour la personne, que ce soit opérationnel, ou responsable qualité, ou même en opérationnel support, RH, etc., on va plutôt se concentrer sur les activités, ce qu'ils font. C'est-à-dire que l'idée, c'est d'optimiser et standardiser les façons de faire, de trouver un point commun, même si chacun de nous, bien sûr, on a une spécificité, on fait les choses un peu différemment. C'est pas de mettre tout le monde dans un cadre, c'est pas ça l'idée, c'est quand même de laisser un peu place à la créativité, mais c'est surtout d'arriver à un livrable commun avec la même qualité pour tout le monde. Donc, c'est ça l'idée pour l'expert métier, c'est de standardiser comment un processus, une procédure doit être menée par les acteurs, améliorer les méthodes de travail et notamment, et un des axes les plus importants pour moi, permettre de clarifier les zones grises de responsabilité qu'on sait tous qui existent dans les organisations, y compris la nôtre. C'est normal, on a toujours des tâches que l'on ne sait pas qui doit faire et comment elle doit faire. Donc, c'est une tâche portée par plusieurs et on n'a souvent pas un garant. Donc, c'est important de définir justement ce cas. Pour conclure, pour l'organisation, nous avons du coup surtout la possibilité de capitaliser sur le savoir-faire des collaborateurs, permettre de garder l'information, la connaissance des personnes dans l'organisation, même si elles partent, que ce soit à la retraite ou tout simplement s'ils quittent la société. Ça aide du coup à continuer à développer ce qui a été mis en place et surtout, ça facilite aussi la formation des nouvelles personnes qui arrivent. On ne voit pas souvent, mais ça aide aussi à maîtriser les coûts internes de l'organisation, notamment les coûts cachés, qui sont beaucoup plus identifiables quand on a des processus modélisés. Très bien, merci beaucoup Amanda. Alors, avant de passer à cette deuxième partie, du coup, l'idée c'était de voir s'il y avait des questions auxquelles on pouvait déjà répondre en live sur cette première partie. Alors, pour l'instant, il n'y a pas encore de questions. N'hésitez pas dans l'onglet Q et R à poser vos questions au fur et à mesure. Hein. On n'hésitera pas à y répondre entre chaque partie, justement pour dynamiser un petit peu ce webinaire. Donc voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Dans tous les cas, si on n'a pas eu le temps d'y répondre entre les parties, on y répondra en fin de webinaire. Donc là, l'idée, c'est que la présentation dure à peu près une demi-heure. Et à l'issue de cette présentation, du coup, on aura un moment où on pourra justement aborder ces différentes questions que vous aurez posées dans le chat ou dans l'onglet Q&R. Alors moi, je vais vous parler des facteurs clés de succès de cette démarche finalement. Donc, il y en a trois essentiellement. On va les voir. Donc déjà, pour donner du sens, enfin, un des facteurs clés de cette démarche, là, c'est de lui donner un sens, parce qu'en fin de compte, voilà, si vous ne donnez pas un sens profond à ce que vous faites, derrière vos collaborateurs ne vont pas forcément vous suivre. Donc, il faut que ce sens-là, finalement, il parte d'en haut. Il soit en fait insufflé finalement par la direction directement au travers finalement du triptyque mission, vision, valeur et qui soit justifié finalement dans ces termes. C'est-à-dire que je vais habiller finalement la démarche processus des valeurs de l'entreprise pour accomplir la vision de l'entreprise et sa mission. Finalement, ça s'inclut directement dans cette dynamique-là. Donc, la démarche process doit absolument s'inscrire dans la dynamique globale de l'entreprise. Ce n'est pas quelque chose qui vit à côté,
c'est quelque chose qui, finalement, c'est comme une colonne vertébrale quelque part de ce triptyque mission, vision, valeur. C'est aussi ce qui va permettre d'unifier tout ça et de le rendre concret. Et ce, notamment, voilà, on le voit, hein, c'est dans les trois onglets là, qui est en orange en bas. En fait, on voit ce qui permet de rendre concret cette stratégie, cette vision de l'entreprise, c'est finalement les processus, les moyens sur lesquels s'appuient finalement les processus de l'organisation, et ben, bien sûr l'organisation en tant que telle avec les individus qui la composent. Donc finalement, ça c'est vraiment un point qui est très important, c'est de se dire que eh bien, cette démarche processus doit retranscrire la mission, la vision et les valeurs de l'organisation. Quand je vois la cartographie des processus d'une organisation, je dois être capable, en un seul coup d'œil, de savoir déjà ce qu'elle fait, donc finalement sa mission, et je dois finalement voir aussi ses valeurs quelque part, puisque une entreprise, par exemple, qui va être centrée, ou un centre de soins, ou n'importe, une organisation, on a tendance à utiliser le terme entreprise, mais en fait, là, tout ce qu'on va dire s'applique à tout type d'organisation, en fait, directement, va centrer finalement ses processus de réalisation autour de ses valeurs et de la vision qu'elle a de la réalisation de ces valeurs dans la satisfaction du besoin client. Donc ça, vraiment, les processus le retranscrivent. La stratégie doit finalement donner aussi du sens au processus dans le sens où cela doivent permettre d'atteindre un certain niveau d'accomplissement des objectifs que la stratégie exige. Et donc, tout ça, ça se fait notamment à travers des indicateurs à l'aune desquels on va mesurer finalement la réussite du pilotage de nos processus. Donc, pour ce faire, donc l'autre facteur clé de succès, hein, bien sûr, pour accomplir là, tout ce qu'on vient de voir, une fois qu'on a donné du sens, eh bien, c'est de définir correctement les responsabilités, puisque c'est bien d'avoir du sens, mais il faut aussi finalement qu'on ait une équipe qui vienne soutenir cette démarche-là. Et ça, on le répète beaucoup, puisque ben, forcément, nous, en tant qu'accompagnants aussi de cette démarche-là, on est souvent confrontés à des organisations, ils viennent nous voir parce que nous, il se trouve qu'on vend un outil, mais du coup, ils nous disent, bon, très bien, on va prendre votre outil, et ils s'imaginent que tout va marcher après comme par magie. Malheureusement, que ce soit le nôtre ou n'importe quel autre de nos concurrents, il n'y a pas d'outil qui garantit à lui seul la réussite de la démarche processus. Et les premiers à pouvoir garantir ce succès, avant les outils, avant quoi que ce soit, c'est les hommes, les femmes qui vont être impliqués dans cette démarche. Et donc, c'est ceux notamment qui vont la porter. Et dans ceux qui vont la porter, on va retrouver notamment la direction. Et l'impulsion, elle doit venir, ça on le voit de plus en plus, c'est un discours qu'on commence enfin, je dirais, à entendre et qui commence enfin à se généraliser. La direction doit absolument être sponsor et être engagée dans cette démarche-là. Elle doit donner les moyens à la démarche de se réaliser, fournir les logos pour avoir les ressources nécessaires, être à l'écoute aussi des équipes qualité qui sont conscientes de ces besoins-là pour justement leur mettre à disposition les ressources nécessaires. Elle doit aussi être convaincue finalement de ce que ça va apporter à l'organisation. Qu'est-ce que ça va apporter finalement si on arrive à bien généraliser cette démarche à l'ensemble des parties prenantes? Eh bien, c'est de la performance. Ce n'est pas uniquement aller chercher des résultats en termes de certification ISO ou autre. C'est vrai qu'avant, on avait une vision très cloisonnée de la qualité autour de ça, hein, autour finalement d'aller chercher de la certification. Aujourd'hui, les directions sont de plus en plus conscientes. D'ailleurs, vous pouvez, je ne sais pas si on peut partager le lien là dans le chat, mais vous pouvez tout à fait regarder notre baromètre de la qualité qu'on a publié, qualité de la performance justement qu'on a publié en 2022. Du coup, dont il y aura une nouvelle édition qui va sortir l'année prochaine en 2024, où on interroge tout un tas de spécialistes. On voit que la vision a complètement changé de ce côté-là et qu'aujourd'hui, les directions qui s'engagent dans les démarches qualité ont une vision de la performance derrière, la performance qu'ils vont gagner à déployer ce genre de démarche. Donc, c'est vraiment un point très important, ce sponsor de la direction. Voilà, donc je vois que le lien vient d'être partagé. Si ça vous intéresse de voir ce livre blanc avec tous ces résultats, c'est gratuit, bien évidemment. Alors, l'autre acteur majeur, c'est bien sûr le responsable qualité. Alors là, il y a écrit QSE. Alors, SE, pourquoi pas. Ce qui est important, en tout cas, c'est qualité, qui a un rôle d'animateur et de coordinateur de cette démarche. Parce que c'est quelque part lui qui est le référent auprès de la direction de la réussite, ou en tout cas de déroulement de cette démarche-là. C'est lui qui va être le référent de la direction et qui va faire un peu le relais de tous les besoins et qui va aussi remonter tout le reporting. Donc, qui va, par exemple, animer la revue de direction à la fin de l'année, où il va donner
toutes ces recommandations d'amélioration à la direction qui va du coup pouvoir répartir ça entre les différents pôles. Donc, ce rôle de responsable QSE, enfin, qualité, absolument transverse, il est très important ici. Il peut être porté dans le cadre de ce projet, ce rôle de relais, bien sûr, par une personne qui n'a pas cet intitulé précis de poste, mais en tout cas, quelqu'un doit le porter. En général, c'est plutôt un responsable qualité. On a ensuite des acteurs non moins importants, ce sont les pilotes de processus. D'ailleurs, pour information, on a commencé à publier un certain nombre d'articles sur notre blog sur le rôle de pilote de processus. Si jamais ce n'est pas clair pour vous, je vais quand même en dire deux mots ici parce que c'est un point très important. Les pilotes de processus, ou appelés autrement propriétaires de processus parfois par d'autres. Alors, même si je mettrai une petite nuance par rapport à ça, on le verra après, les pilotes de processus, eux, en général, ce sont des pilotes d'activité qui vont, des chefs de département, des chefs de service, qui vont avoir finalement quelque part leur mot à dire dans les comités de pilotage, par exemple, de l'organisation, et qui vont s'assurer d'avoir leur personnel, les personnels de leur équipe qui sont impliqués. Donc finalement, ça va être le relais du responsable qualité, le relais proximité quelque part. Le responsable qualité va dire à chaque responsable de pôle, voilà, maintenant tu es aussi le pilote de ton processus et tu dois du coup le porter, tu portes la responsabilité des indicateurs qui découlent de la réussite finalement de ce processus. Tu es aussi finalement celui qui va s'assurer que la connaissance de tes collaborateurs est référencée au sein de ton référentiel. Donc, pilote de processus, il a un rôle absolument transverse. Il va être au contact des opérationnels, il va les convaincre de l'utilité de la démarche, de s'impliquer dans cette démarche, de participer par exemple aux ateliers pour cartographier les processus. Il va leur faire voir aussi quel est l'intérêt qu'ils vont eux-mêmes en retirer. Donc, il a vraiment un rôle absolument majeur. Alors parfois, la notion de pilote et de propriétaire de processus est un petit peu différente parce que des fois, il se trouve que le pilote du processus n'est pas toujours le responsable de pôle pour des raisons organisationnelles. Donc c'est pour ça que je disais que j'allais mettre une petite nuance. Mais dans la plupart des cas, c'est bien de pouvoir s'appuyer sur eux, puisque ça veut dire qu'ils jouent un peu le rôle de la direction, mais à l'échelle de proximité de leur département. Enfin, j'ai les référents du système de management. Donc là, ce sont ceux qui vont finalement mettre les mains dans les outils que vous allez avoir à disposition pour cartographier les processus. Et en général, si on veut que ça soit bien effectivement diffusé au sein de l'organisation, c'est intéressant d'en avoir un par département. C'est-à-dire une personne par département qui va être en mesure d'être capable d'aller modifier, mettre à jour finalement les processus de son département, sans avoir à solliciter, par exemple, son pilote de processus ou, par exemple, le responsable qualité qui, lui, a finalement une approche très transverse et qui va vite se retrouver surchargé. Il ne faut pas se dire qu'en mettant un responsable qualité avec un outil, c'est bon, on a résolu tous les problèmes. Non, il faut qu'on ait un sponsor de la direction qui permette d'impliquer les responsables de pôle, donc les pilotes de processus, que ces responsables de pôle soient sponsors au sein de leur propre pôle et nomment un référent au sein de leur propre pôle du système de management qui va s'assurer que tout est à jour et que tout est au carré. Donc là, vous voyez, avec cette équipe-là, finalement, on a un peu finalement l'équipe gagnante de la démarche processus. C'est difficile de faire avec moins de ça. C'est parfois possible selon la taille de votre organisation. Mais idéalement, si vous pouvez déployer finalement cette équipe-là, vous allez mettre toutes les chances de votre côté. Donc finalement, la mise en place de cette approche processus, c'est le troisième facteur clé. Après les valeurs, le fait de donner du sens à cette démarche et de choisir l'équipe qui va la mener, on va bien sûr mettre en place cette approche et la mise en place, les premières étapes notamment sont cruciales. Il faut bien s'organiser. C'est un projet, en fait. Les pilotes de processus sont des chefs de projet quelque part par rapport à cette démarche processus. Et donc, de la même façon que pour un projet, on doit faire de façon itérative finalement pour arriver à ces fins. Donc, au démarrage, finalement, on va structurer un référentiel de processus, par exemple en partant des processus critiques, qu'on va ensuite après une fois qu'on les a documentés, gérer, qu'on va finalement appliquer aux opérations. Et derrière, on va analyser ces pratiques-là pour pouvoir les améliorer. Finalement, on va maîtriser, on va essayer de maîtriser ce que l'on fait, c'est la brique du milieu, de voir ce qui marche moins bien. On va quantifier ce qui marche moins bien. L'étape suivante, donc via notamment les indicateurs que j'ai vu mentionner dans le chat.
Et derrière, en fonction des résultats qu'on a obtenus, on va pouvoir optimiser et redémarrer la boucle avec ce processus-là. Et donc, l'idée, c'est de pouvoir faire ça pour tous les processus clés de l'organisation. Et donc, bien sûr, vous n'allez pas partir tête bêche en vous disant je vais tout faire, je vais tout cartographier, je vais tout vouloir maîtriser en même temps. Vous allez démarrer sur des processus sur lesquels, par exemple, vous avez déjà le sponsor du pilote ou pour lesquels il y a finalement une criticité élevée pour votre organisation. Vous allez vous concentrer là-dessus. Vous allez déployer finalement cette démarche-là que l'on voit, cette mise en place que l'on voit à l'échelle de ces processus-là, et progressivement, vous allez le déployer à l'ensemble de l'organisation. Très bien. Eh bien, comme d'habitude, on va s'arrêter pour les questions. Il y en a déjà qui sont arrivées. La toute première, donc ce que je vais faire en profitant que Victor vient de finir, c'est que je vais déjà donner quelques éléments de réponse et puis Victor pourra après venir, bien sûr, compléter ma réponse avec son expérience. Donc déjà, il y a une question. Quels outils utiliser pour identifier les valeurs, la stratégie de l'organisation? Par exemple, des outils type SWOT. Alors, justement, c'est déjà un élément de réponse, hein, des outils qui aident à la stratégie, à la définition de mission, vision, valeur. C'est notamment justement le SWOT, les 5 forces de Porter, la matrice de McKinsey, les 7 S, la méthode PESTEL. Il y en a d'autres qui viennent, mais pour moi, le plus important et plus un rapport avec la notion de process, c'est d'identifier ce qu'on appelle la chaîne de valeur de votre organisation. C'est-à-dire à partir de quoi vous commencez à travailler, à partir de quel besoin client, comment ce besoin il est transformé dans l'organisation et comment cela sort un produit ou service à vos clients. Déjà, rien que si vous faites cet exercice, ça vous fait un schéma global, que nous, d'ailleurs, on l'appelle cartographie globale, qui vous aide vachement à comprendre le sens de l'organisation et donner du sens à la démarche, à la fois pour le sponsor, la direction, mais aussi pour l'opérationnel et qui va beaucoup mieux comprendre où est-ce qu'il s'en sert au niveau de l'organisation et comment lui, il contribue à cette sortie vers un client, à ce livrable. Je passe déjà les autres questions, puis on verra bien sûr à la fin ce que Victor rajoutera. Nous avons une question logistique sur le replay de ce webinaire, pour ceux qui peut-être doivent quitter entre-temps. Bien entendu, vous aurez un replay. Okay? Si vous êtes inscrit au webinaire, vous aurez le lien du replay. Quelle est la différence entre le rôle et les responsabilités? Donc ça, c'est intéressant. Nous, tel que nous le comprenons, un rôle, c'est comme une fonction au sein d'une organisation. Par exemple, le responsable qualité. Et les responsabilités, c'est qu'est-ce qui est attendu de ce rôle, de cette fonction. Donc, d'un responsable qualité, il est par exemple attendu d'animer la démarche processus. Ça, c'est une de ses responsabilités. Il peut avoir donc plusieurs rôles et aussi en même temps qu'il a plusieurs rôles, cumuler aussi différentes responsabilités. Je m'arrête avant de continuer sur d'autres questions pour voir, Victor, est-ce que tu veux... Oui, je vais rapidement faire un petit commentaire sur ta deuxième parce que c'est vrai que le temps file quand même assez vite. Oui. Mais sur la deuxième question, effectivement, rôle, responsabilité, quelque part pour schématiser les choses, pour ceux qui ont plutôt une mémoire visuelle, on peut voir un logigramme, vous savez, c'est logigramme plutôt procédure avec plusieurs colonnes, avec plusieurs rôles. Et bien finalement, le rôle, ça va être celui qui est en tête de colonne. Hein, finalement, c'est la fonction quelque part qui est occupée par la personne. Et la responsabilité, ça va être la responsabilité sur les tâches qui apparaissent dans la colonne de ce rôle. Donc finalement, je vais avoir une responsabilité qui est d'accomplir telle ou telle tâche, par exemple. Donc voilà, c'est un cran, moi je dirais, en dessous. Le rôle et la responsabilité, c'est deux notions un petit peu différentes. Tout à fait. On continue. Il y a encore des questions. Je continue un petit peu. Sinon, on aura bien sûr un peu de temps à la fin du webinaire pour continuer les questions. Donc, il y a une question, comment quantifier? Quels sont les types de KPI, des indicateurs de performance? Ça, c'est très dur à répondre parce que j'ai envie de dire, ça dépend du secteur d'activité, ça dépend de votre contexte, de la santé financière de l'organisation. Mais globalement, des indicateurs de performance, on va aborder les objectifs après. Il faut qu'ils suivent quand même ce qu'on appelle une notion SMART. Vous verrez, Victor va nous expliquer un peu ce détail. C'est-à-dire, il faut que ces indicateurs ou ces objectifs, du coup, et une mesure, en quelque sorte, qui soit atteignable avec, bien sûr, un suivi poussé et justifié. Mais il faut qu'ils aient un rapport avec votre activité. Par exemple, une industrie qui produit des véhicules, un indicateur de performance, c'est nous avons
produit tel et on aura le nombre de véhicules produits dans l'année. Donc, on va suivre, si on a atteint ou pas cet objectif, cet indicateur qui est lié à nous, à notre contexte. Dans ce cas, la production des véhicules. Alors, on va peut-être du coup... Je pense qu'il faut qu'on attaque la partie 3. Effectivement, on va attaquer la partie 3. On a encore 2 questions, mais on va le traiter, vous inquiétez pas. On le verra à la suite de la présentation. Alors, c'est parti du coup, on va attaquer le cœur du sujet d'aujourd'hui. Donc, c'est l'animation des processus, de la démarche processus. Et vous verrez qu'on va aborder surtout 3 points clés. On va commencer par le tout premier qui est le fait de réaliser des revues de processus. Donc, la revue de processus, qu'est-ce que c'est? C'est en fait un outil de pilotage et le but, c'est de passer en revue les différents aspects des processus pour assurer une amélioration des pratiques et des performances de l'organisation. Cette revue, en fait, elle doit être insérée au sein d'un plan global et planifiée, bien sûr, en avance avec des objectifs par processus ou par type de service. En fait, l'idée de la revue, c'est surtout de supporter et déployer la stratégie de l'entreprise, voir si on est conforme à ce qui a été attendu, voir si on est en phase avec nos indicateurs de performance qu'on a mis en place et surtout être aussi un outil d'amélioration continue. Donc, la revue nous permet, comme je vous disais, d'identifier nos points faibles, nos points forts et pouvoir mettre à jour nos processus et nos pratiques en fonction. À noter aussi que la revue de processus, elle doit être périodique. Normalement, c'est annuel. Mais bien entendu, vous pouvez aussi définir la fréquence qu'il vous faut. Et que cette revue, elle vient aussi alimenter la revue de direction. Donc là, on est plus, c'est vrai qu'on est axé, il y aura pour d'autres systèmes de management, mais on se base pas mal sur l'ISO 9001 qui nous donne un peu le cadre pour le management, pour le système de management intégré de la qualité. Donc, nous, ce qu'on aime bien, c'est intégrer ce qui ressort de la revue des processus dans la revue de direction. Quand on le fait, cette revue, c'est important de prendre de la hauteur. C'est d'avoir du recul sur le fonctionnement et la performance de ce qui a été fait. C'est-à-dire se baser sur des éléments factuels, ce qui a été ou pas fait, et des points forts qu'on a pu identifier et des points faibles surtout aussi qui ont été remontés par les équipes, par les opérationnels qui faisaient ou qui exécutaient les processus. Ce qui est important aussi, et vous allez vite peut-être vous rendre compte, c'est que quand on rentre dans ce cycle d'amélioration continue, on a souvent beaucoup de points à traiter. Et la meilleure chose, c'est s'outiller, en fait. C'est d'avoir des outils, que ce soit en Excel, que ce soit un outil spécifique pour le suivi de l'amélioration continue, mais un outil qui vous permet à la fois de rentrer ce qui a été identifié, voir les actions qui doivent être, qui sont mises en place pour les attaquer, et surtout les suivre dans le temps. Comment ils sont exécutés, est-ce qu'on a du retard, qui est le responsable de l'action, est-ce qu'il rencontre des freins, des problèmes, voilà. Donc, nous, notre conseil, c'est de vous outiller, que ce soit en Excel ou un autre outil, pour suivre l'amélioration continue. Alors, pour compléter donc sur la revue de processus, nous, on vous a mis quelques éléments qu'on considère importants à prendre en compte lors de cette revue. Première chose à savoir, et c'est aussi dans notre point attention que vous verrez tout en bas, c'est que la revue, il ne faut pas qu'elle se limite à une revue documentaire du processus. Donc, imaginons que pour faire un processus tel, j'utilise tel document en template de document et qu'en fait, lors de la revue, je viens vérifier si ces documents sont toujours à jour ou pas. Ce n'est pas que ça en fait partie, mais il y a beaucoup d'autres choses, dont faire un bilan de la performance du processus et en s'appuyant bien évidemment sur les objectifs qui ont été définis auparavant par processus, et ainsi que les indicateurs de performance choisis. C'est-à-dire, est-ce qu'on est ou pas dans les clous selon notre indicateur? Est-ce que, du coup, on est bien ou pas? Et sinon, on va creuser le sujet au sein du processus pour voir qu'est-ce qui peut être amélioré pour que, du coup, on atteigne nos objectifs. Deuxième point, c'est le bilan des non-conformités. Pour moi, c'est un des plus importants. C'est le fait d'être capable de recenser des dysfonctionnements, de réclamations et de points d'amélioration tout simplement rencontrés depuis la dernière revue et aussi suivre bien sûr les actions, comme vous verrez le troisième point,
qui ont été décidés précédemment. Donc, c'est-à-dire, on va voir est-ce que ce qu'on a mis en place marche, ne marche pas, pourquoi, est-ce que c'est en retard, c'est fait ou pas fait. Ça fait partie aussi de la revue. Et on a d'autres points qui sont aussi intéressants. Là, on n'est pas sur une liste exhaustive, on peut avoir encore plusieurs autres axes dans la revue, mais vous verrez que c'est aussi le moment de voir quels sont les besoins en termes de ressources. Est-ce qu'il nous manque, par exemple, des personnes dans l'équipe? Est-ce qu'il nous manque un outil? Est-ce qu'il nous manque des matériels pour faire la chose? Et si oui, pourquoi? Et voilà, comment on peut expliquer le besoin. Les interactions avec les autres processus, par exemple, s'il faut les adapter, s'il y a d'autres choses qui rentrent et qui sortent en données d'entrée et sortie, il faut les recenser et il faut aussi les faire entrer dans cette revue. Et surtout, ça vous permet aussi de mettre à jour un plan d'amélioration continue quand vous terminez votre revue. Alors, petite parenthèse, je dirais, dans cette partie, sur justement comment établir des mesures qui correspondent un petit peu à ce que l'on a vu. Donc là, ça va aussi venir en complément de réponse à ce qu'on a dit tout à l'heure au sujet des indicateurs, des objectifs. Donc, 3 conseils pour réussir la mise en place finalement de ces objectifs et indicateurs. C'est déjà suivre les principes SMART, donc en lien du coup bien sûr avec la stratégie de l'organisation. Donc SMART, je rappelle, il y a du coup toutes ces lettres qui veulent dire spécifique, mesurable, acceptable et réaliste, et T pour temporellement défini. Donc voilà, l'idée c'est vraiment d'être clair dans l'énoncé de ces objectifs au vu de toutes ces dimensions. Pourquoi? Parce que sinon, si on ne l'est pas sur l'une de ces 5 dimensions-là, eh bien, on risque de ne pas avoir finalement la mobilisation des collaborateurs et donc pas l'atteinte de ces objectifs. Donc, bien sûr, les acteurs doivent être impliqués. Donc, ça passe par une définition claire, comme on l'a vu en 1, mais ils doivent être aussi impliqués dans la définition elle-même, c'est-à-dire dès les premières étapes des plans d'amélioration qu'on va définir, il faut tout de suite impliquer les collaborateurs et pas se dire on va faire ça en comité restreint, finalement, on va faire ça sans eux parce qu'on estime peut-être qu'ils ont une moins bonne vision, une vision moins globale, etc. Au contraire, l'amélioration, elle se doit d'être une démarche bottom-up. C'est une démarche qui va prendre justement tout ce qui remonte en fait du terrain et qui va en faire quelque chose de concret qui va se retranscrire au fur et à mesure dans la stratégie pour éviter finalement de tomber dans les mêmes travers que par le passé. Donc impliquer les acteurs dans cette démarche d'amélioration, c'est absolument indispensable. Là, on a remis Pedro Deming et le PDCA. Donc voilà, à toutes les étapes finalement de ce PDCA, on a l'implication des collaborateurs qui peut et qui même doit être faite si on veut rentrer dans ce cercle vertueux de l'amélioration continue. Enfin, mettre en place bien sûr un tableau de bord, si possible public, pour suivre les indicateurs et planifier des revues périodiques sur ces indicateurs. Donc l'idée, c'est vraiment que tout le monde puisse avoir accès à ces indicateurs. Idéalement, ça serait encore mieux que tout le monde puisse voir en temps réel l'accomplissement de ces indicateurs au fur et à mesure que le trimestre ou que l'année s'écoule. Comme ça, en fait, tout le monde a ce niveau d'information-là, sait où le bas blesse, ou au contraire, où est-ce qu'on est bon, et peut réorienter son effort en fonction de ce qui ressort dans les indicateurs pour atteindre les objectifs entreprises. Donc finalement, il y a plein de méthodologies qui existent pour bien encadrer tout ça. Il y a finalement, par exemple, la démarche des OKR que nous, on déploie chez nous, qui est assez performante, qui est assez moderne et qui a été utilisée notamment par les géants de la tech aux États-Unis. Donc, n'hésitez pas à regarder, parce que c'est aussi très intéressant. Ça mériterait d'ailleurs un webinaire à part entière. Mais voilà, du coup, il y a beaucoup finalement de méthodes qui existent. En tout cas, il n'y a pas d'amélioration sans mesure. Donc, il faut mesurer et pour ce faire, il faut bien définir ses objectifs en implication avec les collaborateurs et de manière transparente en donnant accès à des dashboards. Alors, très bien. Donc, on a vu pour l'animation, premier axe, on a vu revue de processus. Deuxième axe, pilotage des objectifs et indicateurs. Nous rentrons maintenant dans le troisième axe qui est la diffusion, l'animation au sein de l'organisation. Juste un petit point par rapport à la slide précédente, justement. Comme Victor l'a bien indiqué, chaque indicateur, chaque objectif sera lié à votre propre secteur, à votre propre organisation.
et aussi à chaque processus. Même si on a des objectifs plutôt globaux pour une organisation, sachez que chaque processus aura aussi ses propres objectifs de par leur métier, de par ce qui est fait. Okay, donc, ça, c'est important aussi à retenir. Donc, troisième axe, c'est la diffusion. Et personnellement, en tout cas, moi, de ce que j'ai pu voir avec mes projets, c'est l'axe le plus important pour bien animer une démarche processus, c'est la diffusion de la culture. Sachez que si les collaborateurs ne sont pas engagés, qu'ils ne comprennent pas pourquoi ils le font, pourquoi ils ont un outil, pourquoi ils doivent faire de revues, pourquoi ils sont sollicités par qualité, eh bien, on ne va pas dire que c'est voué à l'échec, mais il y a de fortes chances, en tout cas, que ça ne marche pas très bien. Pourquoi? Parce qu'il faut qu'on engage les gens, il faut qu'ils comprennent déjà pourquoi ils le font. Il faut qu'ils comprennent l'utilité pour eux. Il faut qu'ils voient aussi les points positifs pour eux. Et pas que le côté contraignant, le côté où on perd trop de temps à faire ça alors que ce n'est pas mon métier c'est de faire ça. Voilà, c'est des choses qu'on entend souvent effectivement des responsables qualité qui sont confrontés à ce type de soucis. Alors nous, ce qu'on peut donner comme astuce, ce qu'on a pu faire aussi pour aider dans cette diffusion de la culture, c'est dès le départ établir un plan de gestion du changement. D'ailleurs, nous, cette année, on a fait un webinaire par rapport à ça, à la gestion du changement. Peut-être, si ça vous intéresse, on pourra le refaire à un autre moment. Bon, l'idée de la gestion du changement, c'est justement d'établir ce plan de communication autour de la démarche. Plan de communication qui va bien évidemment pas parler que de mails qu'on va envoyer aux gens, mais aussi des aspects comme la sensibilisation, la formation, le fait de déployer, par exemple, au niveau de chaque processus, il y aura un garant qui va aussi expliquer à son équipe ce qu'il veut dire. Ça veut dire qu'il n'y a pas que le responsable de qualité qui doit être engagé dans cette gestion, mais tous les acteurs, au moins un par périmètre, pour qu'on puisse déployer ça à large échelle au niveau d'une organisation. Le deuxième point, c'est justement la mise en place d'un outil. Donc, comme on vous disait, vous allez vous retrouver peut-être prochainement, si ce n'est pas encore le cas, avec beaucoup de processus modélisés, des différentes versions qui vont évoluer, des non-conformités recensées qui vont encore donner lieu à des actions qu'on doit mettre en place. Ça fait beaucoup de choses. Donc, comme je vous disais, c'est un conseil qu'on vous donne, que ça soit Pix4 ou peu importe un autre, mais outillez-vous. Trouvez un outil qui soit adapté à votre taille d'organisation, à votre spécificité ou à vos souhaits, pour que vous puissiez à la fois suivre vos processus, vos documents, le versionning, l'archivage, mais aussi la gestion de l'amélioration continue. Donc, c'est très important ça. Vous pouvez aussi présenter le référentiel processus à un nouveau collaborateur. Nous, on a souvent utilisé ça aussi comme support d'onboarding et de formation des nouvelles personnes qui arrivent pour une prise de fonction plus rapide. C'est-à-dire qu'au lieu d'être formé un peu sur le champ de bataille avec son manager ou avec son équipe, la personne est déjà briefée sur déjà l'organisation. Hein, qu'est-ce qui fait l'organisation? Elle comprend donc où elle s'intègre au sein de cette organisation et quelles sont ses responsabilités en lien, attention, avec ses rôles, la réponse qu'on a donnée tout à l'heure. Il est beaucoup plus simple, c'est-à-dire que la personne qui arrive, elle n'est pas encore polluée peut-être par des avis du style la démarche process, c'est quoi, ça ne me sert à rien, etc. C'est une nouvelle personne qui vient de l'extérieur, qui est peut-être très ouverte à ce type de démarche, à être intégrée, à être formée de cette façon. Donc n'hésitez pas, ça fait aussi partie de cette diffusion et propagation de la culture processus. Quatrième point, l'accompagnement du référent processus et du pilote, c'est essentiel. C'est-à-dire qu'on ne peut pas avoir un responsable qualité qui s'attend à ce que la démarche prenne si lui-même, il n'est pas engagé. C'est-à-dire que lui, il faut qu'il soit constamment en contact avec les pilotes et les référents pour répondre aux questions, pour répondre comment ça se fait, pour définir ensemble des objectifs atteignables, qui rentrent bien sûr dans le planning à la fois les contraintes de la qualité, mais aussi dans le planning du métier, parce que le métier, il a son travail à côté. En plus de son travail, il est aussi engagé dans la démarche. Donc, il faut être à l'écoute de son référent processus et son pilote pour qu'on puisse avoir cette intégration beaucoup plus fluide entre les deux. Et enfin, mais pas la dernière, hein, nous, dans la slide, c'est la dernière, mais il y a plein d'autres astuces qu'on pourrait vous donner, c'est surtout l'implication des opérationnels au niveau des réunions. Donc, quand vous faites des ateliers, par exemple, de modélisation,
ou des ateliers pour faire une revue des processus ou des points des non-conformités recensées, faites appel aux opérationnels, aux personnes qui sont sur le terrain, aux personnes qui souvent connaissent vraiment la réalité du processus qui est fait. C'est souvent compliqué, on a déjà vu des cas comme ça, où par exemple la direction ou même la qualité a une vision modélisée qui ne correspond pas du tout à ce qui est vraiment fait sur le terrain. Donc, il faut absolument que le terrain soit impliqué, participe activement de cette réunion pour qu'à la fois on ait des vrais inputs, des vraies données d'entrée, mais aussi qu'eux, ils soient convaincus, qu'ils puissent se sentir partie de la démarche. Enfin, pour conclure, on vous a mis du coup les trois principaux acteurs du coup pour créer ce cercle et pour animer la démarche. Même si on a bien sûr à la place du pilote, on peut aussi avoir les référents, mais on a choisi du coup ici le pilote pour que ça soit plus simple la compréhension. Nous parlons souvent du responsable qualité, c'est clair, parce que c'est souvent lui qui va venir s'occuper de mettre en place ce système, de choisir un outil adapté, de continuer à évaluer, d'améliorer le système, de suivre dans le temps, d'engager des responsables, des pilotes, etc. Mais il ne faut pas qu'on oublie deux autres acteurs très importants du coup. On a parlé de ça avant, Victor justement nous a bien expliqué les différents rôles, qui sont le pilote ou les pilotes, hein, ça dépend bien sûr de combien de processus, combien de pilotes vous avez, lui-même étant l'expert de ce qu'il fait, de son métier, c'est lui le responsable de veiller au respect du processus par son équipe. C'est lui qui sait mieux que le responsable qualité quels doivent être les indicateurs en lien avec son activité. C'est lui qui va pouvoir, du coup, mieux modéliser les processus et les actualiser, excusez-moi. C'est-à-dire qu'il faut qu'il soit lui-même engagé, lui-même convaincu pour que ça puisse marcher et que le responsable qualité ait les données qu'il lui faut pour continuer à faire vivre la démarche. Et deuxième acteur, il ne faut pas qu'on oublie, bien entendu, la direction, comme disait Victor. Il faut qu'elle soit sponsor de la démarche. Déjà, vous avez vu, nous, on préconise de partir de la mission de la société, des visions, des indicateurs plutôt stratégiques. Alors, si on parle de stratégie et que la direction n'est pas du tout engagée, c'est ce que je vous disais, c'est risque que ça ne prenne pas, en fait. La direction, c'est un sponsor clé pour la démarche, pour que le message se passe de la meilleure façon, accepté par toutes les parties prenantes de l'organisation. En même temps, vous pouvez voir comme il y a une flèche de retour. Le responsable qualité, dès qu'il a le sponsorship, le support, le soutien de sa direction, le responsable qualité va pouvoir du coup livrer un reporting beaucoup plus qualitatif à la direction lors des revues de direction, par exemple. Merci Amanda. Alors, vu qu'on vient de dépasser les 45 minutes de présentation pour libérer tout le monde à peu près à l'heure, on va embrayer sur la toute dernière partie qui est assez courte et on répondra aux questions juste après. Alors, quels sont les bénéfices finalement de cette démarche process? Alors, cette démarche processus, finalement, comme on le voit, comme on le ressent d'ailleurs souvent, comme certains d'entre vous l'ont probablement déjà bien ressenti s'ils ont essayé, eh bien, au début, c'est beaucoup de travail et assez peu de gains, de retour sur investissement. C'est les deux courbes que l'on voit là. Donc, au démarrage, j'ai beaucoup d'efforts et j'ai peu de retour sur investissement. C'est normal, puisque on a une première étape, je dirais, nécessaire, dans laquelle on doit définir son référentiel, on doit modéliser ses processus, puis éventuellement certaines procédures critiques. On y reviendra tout à l'heure, il y avait une question là-dessus. Du coup, voilà, pendant toute cette étape-là, on documente, on ne diffuse pas forcément encore. Dès qu'on a fini finalement de documenter la chaîne de valeur principale de l'organisation, les processus et procédures critiques, qu'on publie, eh bien c'est là où finalement la bascule s'opère. C'est là où enfin les retours sur investissement commencent à se faire sentir de manière de plus en plus présente et où la charge de travail diminue. Parce qu'après, on n'est plus dans l'urgence. Après, on est dans la mise à jour des processus critiques. Donc, on n'est plus dans la création, on est dans la mise à jour, à travers notamment des revues. Hein. On est sur la capitalisation justement de ce savoir-faire. On a des nouveaux qui arrivent, ils commencent directement en s'appropriant les processus, on peut leur communiquer facilement, ils montent plus vite en compétences qu'avant, on voit finalement que les retours sur investissement arrivent. Dès qu'on arrive au stade où on a carrément cartographié l'ensemble de l'organisation et qu'on est dans ce mode d'amélioration continue en finale sur l'ensemble de notre activité, eh bien là, c'est là où finalement
les bénéfices sont décuplés. Pour en arriver là, par contre, il ne faut pas se cracher, je dirais, avant d'arriver à cette bascule. Et arriver à cette bascule-là, on a eu cette question-là sur la première version de ce webinaire, elle peut arriver au bout d'1 an, elle peut arriver au bout de 2 ans. Pour certains, ça arrive même au bout de 3 ou 4 ans. Il n'y a pas de règle, ça dépend des ressources qui auront été mises en place par l'organisation, du sponsoring que vous aurez eu de votre direction, de la motivation des parties prenantes, aussi forcément du contexte de votre organisation et des possibilités qui sont les vôtres. Mais dans tous les cas, voilà, cette bascule arrivera tôt ou tard si du coup l'effort est maintenu, notamment pour passer ce premier pic au démarrage de cartographie des processus critiques et de leur diffusion aux collaborateurs. Donc, si on arrive à dépasser finalement ce stade-là, eh bien, on peut constater des évolutions assez flagrantes de la performance qui peuvent se concrétiser jusqu'à 20% d'amélioration de la marge. Donc, ce qui est quand même pas négligeable. Alors, ce n'est pas nous qui le disons, hein, bien sûr. Celle-là, en l'occurrence, c'est une outil d'IBM. Il y en a d'autres hein, qui ont été menés par tout un tas de cabinets que vous connaîtrez, hein, Capgemini, on peut citer les EY et compagnie. Hein, il y a beaucoup, beaucoup d'études sur le sujet. Mais en tout cas, aujourd'hui, n'hésitez pas d'ailleurs à consulter le baromètre de la performance là, dans le lien et dans le chat. Il y a aussi des retours qui ont été faits par rapport à ça. Donc, on augmente la productivité, finalement, en clarifiant l'organisation, en permettant l'onboarding plus rapide, en donnant une meilleure vision de l'ensemble de l'organisation aux collaborateurs. On diminue les coûts cachés en supprimant les tâches sans valeur ajoutée, en pérennisant sur les savoir-faire sans les perdre à chaque fois que quelqu'un part ou part à la retraite. Voilà, donc on a quelque part ces deux leviers hein, qui vont contribuer à l'amélioration de la marge et à la performance de l'organisation. Donc voilà pour ce webinaire. Donc là, on va se concentrer sur les réponses aux questions à partir de maintenant. Donc juste un petit mot. Voilà, nous, on l'a dit en démarrage, on le redit là maintenant. Donc nous, Amanda et moi-même, on travaille ici en France pour la société Pixport qui édite du coup cette suite logicielle. Notamment autour du module Process là, qui pourrait servir de support à votre démarche finalement de management des processus, d'animation de la démarche processus, puisque c'est vraiment le module qui permet de cartographier les processus. On va en faire une démonstration la semaine prochaine, donc il vous permet de diffuser également les processus après validation. Donc vous pouvez vraiment tout faire au sein de ce module. On le détaillera, on fera une démonstration poussée de ce module qui du coup s'appuie sur la méthodologie Calligram. Alors par contre, je vois que la slide n'est pas à jour. Ça sera la semaine prochaine. Je ne sais pas pourquoi d'ailleurs. Ça sera la semaine prochaine. Donc c'est jeudi, hein, si je ne dis pas de bêtises. Le lien va sûrement vous être partagé là dans le chat en live. Donc voilà, n'hésitez pas à suivre ce lien, vous inscrire. Et dans tous les cas, vous recevrez un mail suite à ce webinaire. Donc pour notre part, du coup, on va commencer à répondre aux différentes questions. Il y avait déjà une première question sur l'applicabilité de cette démarche au système de management ISO 17025. Alors, pour être honnête, moi, je ne suis pas du tout un expert, mais bon, voilà, j'ai vu que ça portait plutôt sur l'échantillonnage, sur les essais en laboratoire. Donc, dans tous les cas, c'est applicable à toute organisation. Donc, que vous soyez un labo, que vous soyez finalement une entreprise dans la pharma, dans la santé, que vous soyez une association, que vous soyez une institution publique ou que vous soyez une entreprise B2B ou B2C, la démarche, là, telle qu'on l'a décrit, c'est applicable absolument partout. C'est le management de la qualité. Donc, quelque part, c'est la retranscription de votre capacité à atteindre les besoins de vos clients, quels qu'ils soient. Je dirais que c'est un premier niveau de réponse. Amanda, tu veux peut-être le commenter? Non, mais c'est exactement ça. C'est que, en fait, chaque norme, si vous voulez, elle a des spécificités. C'est vrai que nous, on n'est pas souvent confrontés à la 17025, mais nous, on est plutôt concentré à la mise en place des démarches qualité. Dès que la norme parle de démarche qualité, oui, bien entendu, vous pouvez appliquer les conseils qu'on vous a donnés pour la construire. Alors, partons sur la deuxième question. Du coup, y a-t-il une méthode de surveillance optimale qui permet la revue des besoins et des attentes des parties prenantes, parties intéressées? Eh bien, j'ai envie de dire que la méthode de surveillance, c'est la revue de processus, justement, parce que c'est elle qui vous permettra de voir quelles sont les données d'entrée et les sorties, et donc quelles sont les attentes des parties prenantes et quels sont les besoins, justement, du processus en question. Ça dépend, par exemple, si on parle d'un processus production,
Si je peux savoir, par exemple, que pour produire quelque chose, il me faut des matériels qui viennent du processus achat, je sais déjà justement, que l'attente des parties intéressées, c'est me livrer, du coup, qu'est-ce que moi j'attends, c'est d'avoir des matériels pour que je puisse produire. En fonction des besoins, par exemple, quand je produis, je peux dire que j'ai besoin de tel ou tel matériel. Donc, je saurai quel matériel il me faut pour produire. Donc, ça dépend justement de quel processus vous passez en revue. Mais la méthode que nous, on conseille, c'est tout simplement la revue de processus. Victor, est-ce que tu Oui, veux... ouais, je suis Ouais. totalement d'accord avec ça. D'ailleurs, à ce propos, enfin, pas tout à fait, mais disons, il y a une question qu'on a aussi sautée parce que j'ai répondu en texte et malheureusement, du coup, elle est passée en répondu alors que j'avais demandé une précision. C'était une question d'Alan sur le degré. Alors, c'est pour ça que j'avais demandé une précision sur qu'est-ce qu'on entendait par degré entre un référentiel des processus et leur modélisation et le fait de modéliser les procédures. Alors, du coup, alors, comme j'ai compris la question, les processus, donc on est sur un cran au-dessus, je dirais, hein, avoir documenté ces processus d'entreprise, c'est quelque part le travail de la direction et des pilotes de processus. C'est quelque part de dire quelle est la vision stratégique de mon organisation, sur quoi elle va enfin, quelle est la chaîne de valeur finalement hein, de mon organisation globale et de chacun de ces processus macro-processus, hein, je dirais même, à ce stade. Donc, c'est vraiment ça. Voilà, donc processus très macro, exactement. Et du coup, les procédures derrière, ça va être un niveau en dessous. Les procédures, donc déjà, je dirais la bonne attaque, c'est de commencer par les processus. Vous définissez ça avec votre direction, avec le pilote de processus. Et derrière, vous allez décliner les procédures principales. Vous allez décliner la chaîne de valeur principale de votre processus, par exemple, ressources humaines. Si vous avez jugé que votre processus ressources humaines fait partie des processus critiques à documenter, hop, vous allez voir la chaîne de valeur critique de votre processus ressources humaines. J'aime bien celui-là. Donc, on va avoir, par exemple, recruter, intégrer, former en continu, gérer les départs. Donc, ça va être mes 4 procédures, par exemple, centrales. Et donc, je vais ensuite faire une itération de modélisation sur ces procédures centrales pour mon processus RH. Mais par contre, je ne le fais pas avant d'avoir documenté déjà la première couche, c'est-à-dire ma cartographie générale des processus et en dessous, les processus critiques. Seulement une fois que j'ai fait ça, je regarde chacun de mes processus critiques et je priorise la modélisation des procédures au sein de chacun de ces processus. Donc voilà, je dirais que ça, c'est un niveau de réponse que l'on peut donner. Je ne sais pas si tu veux préciser quelque chose Non, par c'est rapport à ça. parfait. Moi, j'ai effectivement rien à rajouter. Parfait. Est-ce que du coup, on passe à la prochaine? Alors, celle-là sur les objectifs. On va d'abord lire un commentaire très intéressant d'Emmanuel. Merci, Emmanuel. À ces réunions de travail, donc des revues, par exemple, de processus, j'intègre systématiquement en candide, au sens noble du terme, pour avoir un regard sous un angle différent des opérationnels. Ça, c'est très bien. J'ai envie de dire oui, faites-le si possible. À la fois, bien sûr, on invite aussi les opérationnels, mais on invite aussi avec qui ces opérationnels ils interagissent. Parce que du coup, on aura des différents points de vue possibles. Donc, merci Emmanuel pour cette remarque. Oui, tout à fait. Alors, sachant que nous, par exemple, chez nous, toutes les réunions de ce type sont ouvertes à tous les collaborateurs. Mm. Donc, ça veut dire qu'en soi, elle apparaît en public dans les agendas. N'importe qui peut venir se connecter. Donc, on peut avoir même plusieurs candidats qui arrivent et avec leur curiosité et leur approche différente, peuvent venir donner leur avis. Donc, Là, du coup, oui, alors du coup, on a une question sur la définition des très sympa. objectifs. C'est des opéras. Alors, certains exemples, oui, alors effectivement, nous, par exemple, on peut vous donner une formulation d'objectif type OKR, puisque c'est ce qu'on a commencé à mettre en place et qu'on trouve assez intéressant. En fait, l'idée, c'est de formuler l'objectif en termes de nous avons atteint, et après, on cite le résultat. Donc, par exemple, ça pourrait être nous avons, alors là, si on se place dans un objectif, par exemple, d'un processus commercial, nous avons atteint, par exemple, un volume d'affaires de temps. Et derrière, tel que mesuré par, et là on va avoir ce qu'on appelle des key results, donc OKR, c'est-à-dire Objectives and Key Results, et derrière ces key results vont être du coup les résultats clés à atteindre pour que l'objectif se réalise. Donc ils sont nécessaires et suffisants. Donc je vais avoir par exemple 3 key results, admettons, donc je vais avoir le premier qui va être
j'ai réussi finalement à avoir le contact de X nouveaux prospects ce mois-ci. Je vais en avoir un autre qui va être enfin, ou ce trimestre, hein, si vous mesurez à l'échelle du trimestre, ou cette année, si vous mesurez à l'échelle de l'année. Le deuxième va être, par exemple, là, le volume moyen d'une affaire est de tant d'euros, par exemple. Du coup, j'aboutis à tant d'affaires au sein de ce trimestre, serait mon troisième. Donc, si mes trois key results là, que je viens de citer sont atteints, eh ben, directement, c'est nécessaire et suffisant pour atteindre l'objectif général qui est au-dessus, qui est plus macro. Donc, voilà un exemple, par exemple, de comment on peut décliner des objectifs. Donc, après, ça dépend, encore une fois, du référentiel dans lequel vous vous mettez. Nous, on a choisi les OKR. Vous pouvez après trouver d'autres méthodologies qui vous plaisent plus ou qui sont plus adaptées à votre organisation. Alors, nous avons une autre question. Dans mon entreprise, nous avons utilisé la tortue de Crosby pour faire adhérer nos collaborateurs. Est-ce que c'est quelque chose que vous conseillez, déconseillez sur un premier déploiement ISO 9001? Bien sûr qu'on conseille parce que ça reste une méthode, si vous voulez, d'identification de la chaîne de valeur d'une organisation. C'est peut-être une méthode plus simple pour démarrer, mais elle est tout à fait valide, tout à fait valable. Elle permet déjà de voir quels sont les inputs et les outputs, les données d'entrée et sortie, ainsi que quelques éléments par exemple, d'indicateurs en place pour l'organisation et aussi des parties prenantes intéressées. Donc, tout à fait, gardez-le. Si c'est ce qui convient à votre organisation, c'est très bien. Et c'est aussi possible pour le déploiement d'une ISO 9001. Alors, vu qu'il nous reste une minute, je vais peut-être répondre à une dernière question, celle de Ilan. Donc, quels sont les éléments à décrire? Processus, activité, procédure. Comment faire le lien de chaque niveau de processus qui reste macro vers procédure très micro? Eh bien, justement, je vous invite à venir sur cette démo mercredi 25 du module process. Ça va parfaitement répondre, Ilan, à votre question, puisque dans cet outil, on peut mettre en place une cartographie dynamique des processus. C'est-à-dire que l'utilisateur arrive, il voit la cartographie générale des processus, il clique sur le macro-processus qui l'intéresse. Au sein de ce macro-processus, il va voir toutes les procédures et en fait, sous format de poupée russe, hein, quelque part, il va zoomer, il va arriver de plus en plus dans le détail vers finalement peut-être l'instruction, le mode opératoire qui l'intéresse. Donc vraiment, l'idée, c'est ça, d'avoir aujourd'hui une cartographie dynamique des processus. Aujourd'hui, en 2023, c'est sûr que c'est plus difficile de se contenter d'avoir des Excel ou des PDF qui ne sont pas corrélés entre eux, qui sont stockés au milieu de votre pyramide documentaire. Voilà, pour que cette démarche, elle prenne, c'est sûr que ça va être bien plus simple avec des outils qui proposent ce type de visibilité, de cartographie dynamique.